Merci à l'ANRS pour l'invitation et puis pour le financement de cette recherche qui porte sur une thématique importante pour les pays à ressources limitées, c'est-à-dire le cancer du col. Donc c'est le projet ANRS 12375 qui portait donc sur le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH, résultats et défis dans AMACC. On sait que donc le cancer du col est un problème de santé publique, comme je disais, dans nos pays. Et les pays africains sont les plus touchés par ce cancer. Et le VIH va venir donc court-circuiter cette histoire naturelle du cancer, de sorte que le cancer du col est le premier cancer des femmes infectées par le VIH. De plus, on sait que le cancer du col est une pathologie associée aux inégalités, parce que c'est le 7e, 8e cancer dans les pays développés, donc à ressources élevées, tandis qu'il représente donc le 2e cancer, voire le premier cancer pour les pays à ressources limitées, notamment ceux qui étaient éligibles à Gavi. Quelques éléments donc de l'histoire naturelle. On sait que le cancer du col est dû donc à papillomavirus, qui va donc infecter le col au cours d'un ectropion, qui est une inversion donc de l'épithélium cylindrique du col. Et il va avoir donc une élimination pour la plupart des femmes. Pourtant, 5 à 15% de ces femmes, le papillomavirus va persister. Et pour les papillomavirus qui sont hyper-écogènes, il va avoir une activation des oncoprotéines E6 et E7 qui vont bloquer donc les protéines de cycle cellulaire, notamment la P53 et la PRB, entraînant donc une limitation de l'apoptose et une immortalisation de ces cellules qui va aboutir donc à des lésions précancéreuses, puis au cancer du col. L'avantage, c'est qu'à tous ces stades, il est possible donc de dépister donc le cancer du col. Avant l'infection, c'est la vaccination qui est efficace. Et lorsque les femmes sont infectées, il existe donc des tests qui sont utilisés pour le dépistage. Dans les pays à ressources limitées, il s'agit donc des méthodes visuelles qui sont des méthodes cliniques qui vont permettre aux agents de santé de dépister le cancer du col. Dans les pays hautement médicalisés, c'est le frottis cervical, qui est une méthode de cytologie qui a montré sa preuve sur la réduction de la mortalité maternelle et de mortalité liée au cancer du col. Et le test HPV, aujourd'hui, est le test de référence qui permet donc dans ces pays de faire le diagnostic de dépistage du cancer du col. Il existe des tests spécifiques tels que le diagnostic à la P16 ou les tests de méthylation qui permettent donc également de faire le dépistage. Disons que tout au long donc, de la lutte contre le cancer du col, on a pu bénéficier des différents travaux de recherche depuis les années 20 par la mise en place de tests cytologiques par Papa Nicolaou. Ensuite, les tests qui ont montré donc, la place essentielle de HPV avec la mise en place donc, des vaccins. Et l'OMS, donc, fort de ces éléments, a mis en place donc, des recommandations successives qui ont permis donc, d'améliorer la lutte contre le cancer du col. Et pour l'OMS, 3 options ont été données pour pouvoir faire donc, le dépistage du cancer du col. Et c'est pour cela qu'en mai 2017, lors de l'Assemblée générale de l'OMS, il a été lancé donc l'initiative pour l'élimination du cancer du col comme problème de santé publique basée sur 3 stratégies, à savoir donc la vaccination. Et pour cela, 90% des adolescentes de 9 à 15 ans doivent être vaccinées, pour 90% d'entre elles. 70% des femmes de 35 à 45 ans doivent bénéficier d'un test de dépistage et 90% des lésions précancéreuses doivent être traitées. Et donc, ce dépistage doit être basé sur des méthodes performantes. Et l'OMS donc recommande comme méthode performante le test HPV. Il se trouve que ce test HPV est difficile à implémenter dans les pays à ressources limitées malgré sa performance, du fait de son coût. Et également, ce test présente donc une spécificité qui est faible, demandant donc la mise en place d'un 2e test de triage. Et c'est fort de ces éléments que nous avons mis en place donc le projet AMACC. AMACC est parti donc des acquis qu'on avait. D'abord, l'autoprélèvement.
L'autoprélèvement, les études ont montré que le prélèvement effectué par la femme avait la même valeur que celui réalisé par un clinicien, ce qui permettait donc de baisser donc les résistances à la fréquentation des centres de santé pour les dépistages. Ensuite, le test HPV, comme je le disais, en test primaire a été implémenté dans les pays européens et on avait la chance, du fait de la lutte contre le VIH, d'avoir des plateformes de biologie moléculaire pour le dépistage de la tuberculose multirésistante que nous avons utilisé. Et ensuite, on pouvait bénéficier d'un traitement par une approche unique au cours de la consultation en utilisant donc la thermoablation, qui est une technique de chaleur qui permet de détruire les lésions cervicales sans besoin d'un bloc opératoire ou d'une anesthésie. Donc c'est cette approche que nous avons utilisée pour répondre à la question de chercher quelle était la meilleure stratégie pour dépister le cancer du col chez les femmes infectées par le VIH dans les pays à ressources limitées. Pour cela, donc, les objectifs du projet étaient d'évaluer donc les performances diagnostiques des méthodes de triage, d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité, la sécurité et l'efficacité de la thermoablation et d'évaluer donc les méthodes d'implémentation de ce projet. Donc nous avons fait donc une étude transversale multisite avec des cohortes de femmes VIH traitées dans 3 pays, à savoir donc la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Cambodge. Et voilà donc les 4 options de dépistage que nous avons évaluées. Pour les femmes qui étaient positives au HPV, surtout celles qui étaient positives au HPV 16, 18, 45, on les traitait systématiquement et on les comparait donc aux autres HPV en sachant que le 16, 18, 45 est responsable de 70% des cancers du col. La deuxième option, c'était donc à partir des femmes positives de faire un deuxième test de triage qui était donc l'inspection visuelle et celles qui étaient positives à l'inspection visuelle étaient traitées sur plate, les autres bénéficiant d'une surveillance. La troisième option, c'était de comparer les femmes HPV 16, 18, 45 contre les autres HPV en appliquant un deuxième test de triage. Et enfin, la dernière option, c'était de faire un séquentage complet de HPV et d'associer donc le traitement qu'il fallait. Donc voilà les options de triage. Et en plus de ces options de triage, nous avons utilisé une méthode visuelle que nous avons pris avec nos amis donc, de Genève pour l'inspection visuelle, ce qui a permis donc, de standardiser donc, la méthode clinique avec la méthode ABC, A pour acide white, pour l'application d'acide acétique donnait donc une lésion blanche, comme vous voyez sur la première diapositive. La présence de sang affirmait donc la positivité, ou lorsqu'on appliquait donc le Lugol, on allait avoir donc une lésion iodo-négative, donc on parle de coloring. Et la taille de la lésion était importante lorsqu'elle était supérieure donc en 5 mm, c'est-à-dire la taille d'une gomme de crayon, permettait donc d'affirmer la positivité à l'inspection visuelle. Et ainsi, donc, nous avons pu inclure dans l'étude 2253 femmes vivant avec le VIH âgées de 30 à 49 ans qui étaient sous traitement. Je vais donner les caractéristiques de la population et puis Pierre va continuer donc, sur les résultats nos résultats de AMACC. Donc, concernant l'âge moyen pour nos 2253 femmes, nous avons donc un âge moyen de 42 ans qui est à peu près identique dans les 3 pays. Les CD4, on avait un CD4 moyen donc de 208 avec des CD4 qui étaient un peu plus bas au Cambodge. Et la durée du traitement sous ARV était de 10 ans en moyenne pour les 3 pays. Et concernant la prévalence de papillomavirus, on avait une prévalence globale de 41%, avec 49% en Côte d'Ivoire, 34% au Burkina et 21% au Cambodge. Donc pour la suite des résultats, je vais passer à Pierre. Voilà, donc cette diapositive résume les principaux résultats là, des performances des différentes options de triage que Apollinaire a présentées. Alors, première chose, l'inspection visuelle ou le génotypage partiel étendu après un test HPV
étaient les deux méthodes les plus sensibles, avec une sensibilité autour de 90%, pour identifier les lésions précancéreuses. Bien sûr, si on les combine, on a une sensibilité encore meilleure. En revanche, le génotypage partiel simple, donc juste l'HPV-16 ou HPV-16 1845, avait une sensibilité assez médiocre, autour de 50%. Un autre aspect des résultats qu'on peut regarder, c'est le nombre d'examens et de VIA qu'on peut éviter. Avec un génotypage partiel étendu, on divisait ce nombre de VIA par 4. Avec génotypage partiel simple, on le divisait même par 10. Donc ça a un impact plus sur l'organisation des soins et la charge de travail pour les soignants. Une autre façon de traduire ces résultats, c'est aussi d'avoir une approche plus décision médicale et de s'intéresser aux seuils, des seuils décisionnels. Donc ce serait le nombre de femmes qu'on serait prêt à surtraiter pour ne pas rater une femme qui a vraiment besoin d'un traitement parce qu'elle a une lésion précancéreuse. Voilà, donc ce graphique, un peu compliqué, mais représente en abscisse ces seuils et en ordonnée le bénéfice net, qui est donc la différence entre les femmes qui ont besoin d'un traitement et celles qui seraient surtraitées en pondérant justement par ce seuil. Donc la courbe en pointillé, ce serait si on n'utilisait pas les options de triage. Ce qu'on voit, c'est que la partie la plus à droite pour vous du graphique, donc ce serait pour des seuils sur lesquels on n'accepte pas beaucoup de surtraitement, donc moins de 5 femmes surtraitées pour identifier une femme qui en a besoin. Et dans ces cas-là, la stratégie qui domine, c'est celle utilisant le génotypage partiel par HPV-16. Mais à partir du moment où on est prêt à surtraiter plus, donc ça dépend bien sûr à la fois des conséquences de surtraiter et puis des conséquences de ne pas traiter une femme qui en a besoin. Dans ce cas-là, l'inspection visuelle ou le génotypage partiel sont les stratégies qui dominent. Et justement, donc notre expérience dans MACC, mais qui est confortée par les données disponibles dans la littérature, montre que la thermoablation est une approche, un traitement qui ne pose pas de problème en termes de sécurité pour les patientes. Donc on n'a observé aucun effet indésirable grave, peu d'effets indésirables. Et même si les patientes rapportaient beaucoup d'anxiété avant d'être mises sous traitement, globalement, la satisfaction et l'acceptabilité étaient bonnes. Alors, je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour présenter un aspect qui est encore peu abordé, enfin même si ça commence à l'être un peu plus, qui est le suivi après le traitement. Donc le suivi de ces femmes qui sont traitées. Donc dans MACC, on avait un suivi sur 1 an avec donc un appel téléphonique 1 semaine après traitement, une visite à M6 et une visite à la fin, au bout d'1 an, avec un bilan assez complet. Et puis une seconde étude a été mise en place qui s'appelle IFOTER, et dont les coordinateurs sont Simon Bonny et Antoine Jacquet, et qui a poursuivi ce suivi sur 36 mois, et j'en toucherai juste un tout petit mot. Donc, globalement, la complétude du suivi dans MACC était assez bonne, même si en fait il a fallu qu'on remette en place des stratégies, parce qu'elle n'était pas si bonne au début. On a regardé un petit peu parmi les facteurs disponibles, donc les caractéristiques sociales des participantes, l'histoire, les caractéristiques liées à la maladie, le déroulé du dépistage et puis leur perception du dépistage, ce qui était associé à cette complétude. Et on n'a pas trouvé beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est que les patientes qui avaient été mises récemment sous traitement antirétroviraux, donc moins de 2 ans, avaient une moins bonne complétude. Et puis, alors, on avait une association entre le fait d'avoir été à une visite à M6 et le fait d'avoir une bonne complétude. Ce n'est pas que de la causalité inverse. Il se trouve que MACC a eu lieu pendant l'épidémie de Covid, et donc on a annulé pour des raisons complètement extérieures un certain nombre, enfin beaucoup de visites M6. Et donc ça permet de suggérer l'importance en fait de maintenir un suivi régulier plutôt que d'attendre seulement M12 pour faire une visite. Il y a eu un volet qualitatif pour essayer d'approfondir un peu plus justement les motivations et la perception par les femmes de ce suivi, qui a montré que globalement, en fait, elles avaient une perception très positive du suivi, qu'elles percevaient donc comme une preuve d'attention de la part des soignants, une prise dans le soin. En particulier la gratuité et puis les techniciennes d'études cliniques ont été importantes aussi pour les aider à naviguer dans le dispositif. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est les difficultés qu'il y avait eu au niveau de la transmission de l'information entre les soignants et les femmes, et beaucoup d'incompréhension de leur part sur les raisons du suivi et ce qu'on faisait. Alors, d'un point de vue plus clinique, la clairance de l'HPV, alors
évalué de façon transversale à M12 et à peine 50%. Donc ça veut dire qu'à peu près 50% des femmes sont toujours HPV positives à M12. C'est un petit peu différent si on regarde en fait alors je simplifie un peu, mais une sorte de persistance, c'est-à-dire est-ce que les femmes HPV positives à M12 ont le même HPV qu'à l'origine, sachant que c'est un gène expert, donc on n'a pas un génotypage complet, on a seulement le groupe HPV. Et dans ce cas-là, on ne trouve que 40%. On a regardé les facteurs qui étaient associés à la persistance d'un HPV à M12. Donc on trouve l'âge, les femmes plus âgées étant plus à risque d'avoir toujours un HPV. Et puis l'HPV 16, donc le fait d'avoir un HPV 16 lors du dépistage initial étant un facteur de risque. On a une association limite avec les CD4 à la mise sous traitement, le nadir des CD4. Un autre résultat important, c'est la présence de lésions précancéreuses à 1 an après le traitement. Et là, on retrouve des lésions chez près de 20% de nos participantes qui avaient une histologie disponible. Les facteurs associés à cette persistance de lésions précancéreuses retrouvées, c'était le fait d'avoir un HPV 16 à M12 ou d'avoir une persistance de l'HPV avec ma définition un peu simplifiée, c'est-à-dire toujours le même groupe. Et si on regarde la sensibilité et la spécificité sur cette courbe ROC, ce qu'on voit, c'est que la persistance est assez sensible pour identifier les femmes avec des lésions persistantes, mais peu spécifiques. Et par contre, l'HPV 16 est peu sensible, mais plus spécifique. Voilà, juste, donc IFOTER est en train encore d'analyser les données. Ce qu'on a comme résultat préalable, c'est que donc 3 ans après le traitement, à peu près 40% des femmes sont HPV positives. Et on retrouve moins de lésions précancéreuses à 3 ans, donc entre 9 et 10%. Ce ne sont pas encore des résultats consolidés. Voilà, cette diapo, c'est juste pour mentionner le travail aussi de nos collègues des sciences sociales et de recherche de mise en œuvre, donc qui ont apporté ont analysé l'acceptabilité, la faisabilité, la mise en œuvre et du dépistage et du suivi post-traitement. Voilà, mais je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais c'est des sujets importants aussi pour la mise à l'échelle du dépistage. Et puis, donc, en résumé, en fait, MACC, ça nous a permis d'abord de confirmer la fréquence des infections HPV chez les femmes vivant avec le VIH et des lésions précancéreuses dans cette population. Ça nous a permis aussi de confirmer la faisabilité d'un dépistage donc en utilisant un test HPV puis une option de triage comme l'inspection visuelle qui a une bonne sensibilité pour identifier les femmes nécessitant un traitement. La faisabilité pour réaliser ce dépistage en une seule visite et puis la bonne acceptabilité de cette stratégie. J'ai parlé de l'inspection visuelle, mais c'est la même chose avec le génotypage partiel étendu. Par contre, nos résultats viennent confirmer les données qui sont en train qu'on est en train de plus en plus voir apparaître, qui sont que la clairance de l'HPV chez les femmes vivant avec le VIH après thermoablation reste limitée. Et donc, la persistance de lésions est assez fréquente et 20%, c'est à peu près ce qui est actuellement disponible dans une méta-analyse. Et donc, l'importance en fait de ne pas négliger aussi ce suivi post-traitement parce que c'est ces femmes, si elles ne sont pas revues régulièrement, elles n'ont pas de nouveaux traitements qui développeront des cancers. Voilà, je voulais juste finir avec quelques mots de perspective peut-être. Donc le premier, c'est que ce qui va être vraiment nécessaire si on veut mettre à l'échelle ce type de dépistage utilisant les tests HPV, c'est d'avoir des vrais tests HPV point of care. C'est clair que le GeneXpert, c'était très bien dans un contexte recherche, mais ce n'est pas un vrai point of care et c'est compliqué quand on fait de la recherche en décentralisé. Un domaine sur lequel il y a beaucoup de choses qui se font, c'est justement essayer de bien améliorer la qualité et standardiser l'inspection visuelle, et en particulier avec les méthodes d'intelligence artificielle. Là, c'est un domaine parfait d'application de l'intelligence artificielle. On a nécessité de continuer à réfléchir sur comment améliorer la thermoablation, qui a à la fois peu d'effets secondaires, donc ça c'est très intéressant, mais on voit bien que l'efficacité, et en particulier chez les femmes plus âgées, est un peu limitée.
Et puis surtout, et aussi, on a besoin de meilleurs marqueurs pour suivre biologiquement les femmes traitées, et en particulier de test of cure. Alors, un candidat intéressant là-dedans, c'est les marqueurs de méthylation, et justement la NRS, donc dans MACC, on a une sous-étude là-dessus, puis d'autres projets de la NRS sur ces aspects. Voilà, et puis l'importance vraiment de la recherche opérationnelle, de la mise en œuvre. On n'aura jamais une mise à l'échelle et une réponse, comme Apollinaire disait, sur l'élimination du cancer du col comme problème de santé publique si on n'a pas plus de données de recherche opérationnelle et de mise en œuvre. Je vous remercie beaucoup, et puis je voulais remercier tous les partenaires de ce projet sans qui il n'aurait pas eu lieu. Merci. Nous ouvrons la série des questions-réponses. Oui. À vous. Charles Coinfard du Cameroun. Merci pour CRO pour ce travail. Et merci pour cette belle présentation. Merci Pierre pour toutes ces recherches. Je sais que tu es aussi très impliqué dans la même thématique au Cameroun, dans la région de l'Ouest. Je pensais voir ces résultats, mais tu n'en as pas fait allusion. Donc, je voulais, quand on regarde la population que vous avez choisie, donc 10 ans de traitement chez les femmes, on a l'impression qu'on est déjà dans la population immunocompétente. Pour CRO, est-ce que tu penses que tu peux élargir, extrapoler cette stratégie chez toutes les femmes, pas seulement les femmes vivant avec le VIH? Merci pour la question. En termes de stratégie de dépistage, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits chez les femmes infectées par le VIH qui peuvent être implémentés en population générale. Je pense qu'à Abidjan, il y a un projet qui a été fait par Médecins du Monde qui essaie d'implémenter cette stratégie de dépistage avec le HPV en population communautaire. En fait, l'agent communautaire passe, distribue les flacons, et ensuite sont acheminés à l'hôpital et sont convoquées les femmes positives pour faire donc l'inspection visuelle. Je pense que voilà, ça a montré que c'est une stratégie qui est faisable et je pense qu'elle est extrapolable en l'améliorant donc en population générale. La difficulté, ce qu'on a eu, c'est que dans un programme, on a mis beaucoup de ressources humaines. Il fallait donc, on avait des agents de santé le test était fait dans les 2 heures, les femmes avaient leurs résultats. Et celles qui étaient positives étaient traitées. Donc, dans une journée, une femme qui venait en consultation avait son diagnostic et son traitement. Et dans la vie réelle, dans nos centres, dans nos structures de santé, c'est vraiment difficile à implémenter. Et c'est pour cela qu'on s'oriente vers le dépistage en communauté dans nos zones. Voilà. Oui. Bonjour, Mathieu Millon, Marseille. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Déjà, l'approche point of care, c'est vraiment quelque chose qui semble extrêmement pertinent et même qui pourrait être appliqué peut-être ailleurs même dans certains centres au nord où ce n'est pas le cas pour l'instant. Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez des perspectives sur l'impact, bien entendu pas pour l'instant, mais de la vaccination dans ce genre de population pour plus tard? Pour la population VIH, non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux travaux avec l'ANRS. Les jeunes filles qui ont été infectées en prénatal par le VIH ont eu une vaccination lors de la phase pilote de Gavi à Abidjan. Et il y a un suivi, donc on vous aura les résultats. Et nous travaillons également avec l'Université de Laval sur un projet, justement, toutes les jeunes filles qui ont été vaccinées il y a 10-15 ans à Abidjan dans le projet pilote, nous avons pu les retrouver. Et là, nous sommes en train de faire donc une évaluation d'immunogénicité et de circulation de HPV. Voilà. Bonjour, Bérénice Ouedraogo de chez SOS Hépatite. Je prends le micro parce que moi, je fais partie de cette génération qui a été vaccinée du papillomavirus, première génération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'avant, on devait faire un frottis tous les 2 ans. Maintenant, c'est repoussé à tous les 5 ans. Et je voulais savoir par rapport, du coup, à ces personnes ayant le VIH, si ça n'a pas un impact, et à cette population que vous avez étudiée, donc Cambodge, c'est ça, les 2 autres pays, je ne sais plus.
Mais à quelle fréquence finalement ces femmes se font-elles dépister et voilà, est-ce que le fait d'avoir repoussé à 5 ans le dépistage, même en France, ça n'a pas un impact finalement sur la virulence? D'accord. Ok, le dépistage, en fait, en France et dans les pays occidentaux, le dépistage est basé sur HPV. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez un test HPV qui est négatif, vous êtes reconvoqué pour 5 ans. Donc c'est la stratégie qui est validée parce qu'avant les 5 ans, l'histoire naturelle du cancer du col est assez longue, donc ce qui permet donc d'espacer grâce au test HPV. Dans le projet, nous on a un projet, donc on est en train de suivre les femmes vraiment tous les 6 mois, tous les ans. Là, c'est vraiment particulier. Sinon, les recommandations, on vient d'échanger les directives à Abidjan, c'est que toutes les dames qui réussissent à faire un test HPV, c'est la même chose, 5 ans. Mais celles qui sont dépistées par l'inspection visuelle, on les revoit 3 ans après. Ok. Oui, bonjour, Nicolas Nago de Montpellier. Merci beaucoup pour cette présentation et ce très beau travail. Une petite question rapide de précision. J'ai probablement été... j'ai manqué d'attention, mais vous parlez de sensibilité, de la sensibilité que vous présentez. Le gold standard que vous avez utilisé pour la présence de lésions précancéreuses, c'était basé sur quel test? Sur l'histologie. Donc toutes les femmes HPV positives avaient des biopsies, soit ciblées sur les lésions si on en voyait, soit prises de façon systématique dans 2 cadrans. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Claude Terdonacien Rafaï de l'Université de Bangui en République centrafricaine. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Alors, étant du domaine, j'aimerais mettre l'accent surtout sur le suivi des l'utilisation des marqueurs virologiques pour le suivi, effectivement, et même le dépistage des cancers du col utérin. C'est vrai, quand on travaille dans des contextes comme le nôtre, on se pose des questions, mais la réalité, c'est que l'avenir, en fait, la biologie moléculaire a plus d'avenir que nos tests immunologiques. Ça, c'est une réalité. Et les fabricants, nous savons d'où ils viennent. Donc, ne soyons pas surpris que d'ici demain, effectivement, ces méthodes immunologiques pourraient être reléguées au second rang. Alors maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de méthode de point of care. C'est vrai que les cartouches GeneXpert, donc chez Cifed, coûtent cher. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à l'option d'utiliser la lampe PCR, comme c'est le cas dans les pays, effectivement, par exemple, comme la France, qui constituent donc des alternatives sûres? C'est du point of care, mais quand même à la portée, parce que le but, c'est de voir comment proposer des outils qui pourraient être pérennes et qui pourraient nous aider vraiment dans le suivi efficace, que ce soit dans le suivi des cancers du col de l'utérus ou le dépistage, ou alors les hépatites chroniques pour lesquelles nous avons entendu une présentation tout à l'heure. Donc juste des pistes d'orientation pour qu'on puisse réfléchir à prendre une décision qui soit pérenne pour le diagnostic et le suivi, surtout en utilisant des outils virologiques qui pourraient être les plus recommandés. Tout à fait. En fait, le domaine des tests HPV, c'est un domaine qui bouge très vite. Donc nous, quand on a fait MACC, c'était avant le Covid et c'était assez tôt, enfin c'était même avant l'appel de l'OMS. Le GeneXpert était une solution qu'on a trouvée assez intéressante parce que disponible et puis permettant ce génotimage partiel. Depuis, justement, en utilisant la technologie LAMP, il y a Ampfire qui est disponible et je crois qu'il y a, c'est quarantaine de tests HPV alors qui ont subi certaines évaluations et il y a beaucoup de choses dans le pipeline, même des tests rapides qui ne sont pas encore évalués. Donc c'est un domaine qui va probablement être bouleversé dans les années qui viennent et c'est une très bonne nouvelle. Ok, question, commentaire. J'avais une question peut-être sur les aspects plus opérationnels, parce que Apollinaire, du coup, tu mettais en avant le côté un peu artificiel du projet, parce qu'on est dans un contexte recherche, et puis vous insistiez aussi sur la question du suivi qui est crucial, et du coup, est-ce que vous avez des pistes à nous donner sur maintenant la mise en œuvre opérationnelle de ça en pratique ? Oui, tout à fait, parce qu'on attend les travaux de Médecins du Monde auxquels on a travaillé, Pierre et moi. Et ensuite, il y a IFOTER aussi, dans le cadre du suivi,
qui va essayer donc de poursuivre donc le suivi pour voir un peu. Et dans IFOTER, on doit répondre aussi à la question de comment dépister ces récurrences après traitement, parce que là, on n'a pas de test vraiment fiable. Autant on a la difficulté on a quelques solutions pour le dépistage, mais pour les patients qui ont été traités par thermoablation, il y a une grosse difficulté. Ni l'inspection visuelle, ni le frottis, ni la colposcopie ne sont vraiment performants. Donc on va voir dans IFOTER que voilà. Et peut-être vos résultats plus quali de mise en œuvre. Ouais. Tout à fait. Donc, alors, le Cali a montré effectivement une très bonne acceptabilité, c'est intéressant, mais donc a permis de pointer alors, à la fois le côté artificiel et la non-sustainabilité d'un projet comme MACC qui repose trop sur la recherche. Ça a permis aussi de pointer les défauts d'information. Ce qu'on voit bien, c'est que quand on a lancé MACC, on a eu un discours vis-à-vis des participantes qui était, voilà, on va vous faire un dépistage, s'il y a quelque chose, on vous traite, et puis ce sera pour la vie, c'est super. En fait, quand on rentre dans la chronicité et un suivi à long terme, c'est compliqué après de réajuster le discours. Donc actuellement, on travaille sur des outils justement pour essayer d'adapter ce discours et de justement expliquer un peu mieux les possibilités. Et puis donc il y a plein de questions. Alors l'initiative a financé beaucoup de projets en fait sur le dépistage du cancer du col et on essaye de capitaliser aussi sur ce qui a été fait. C'est-à-dire que les différentes équipes ont travaillé sur des approches différentes. Médecins du Monde a beaucoup utilisé l'approche communautaire. Le Soltis a travaillé beaucoup sur des approches sur sur la clarification des valeurs, pardon. Voilà, donc on essaye aussi de voir comment on peut créer du réseau et se mettre ensemble pour voilà, créer des boîtes à outils, mettre à disposition des outils. Et puis donc la NRS cofinance un projet qui s'appelle Optitri sur lequel on travaille aussi sur des stratégies d'équipes mobiles pour dépister et de simplification aussi du dépistage quand c'est en milieu hospitalier pour diminuer la charge de travail sur les soignants. Donc il y a beaucoup de choses à faire.